Bonjour, bienvenue aux conférences Raphaël sur ce cursus de DCEM 3. Je suis le docteur Gilles Torgman, je suis hépatogastro-entérologue. Je vais essayer de vous faire bénéficier de mon ancienneté comme conférencier d'internat, puisque ça fait bientôt plus de 15 ans que je travaille avec Marc Belaïch, avec Pierre Khalifa, dans le domaine des conférences d'internat et maintenant de l'ECN. D'autre part, j'ai la particularité d'avoir une activité mixte, libérale, mais également hospitalière comme praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, et ces spécificités, j'espère, permettront de se voir au travers de mes dossiers, qui restent néanmoins des dossiers préparatoires à l'ECN. Je vous ai préparé 3 conférences d'hépato-gastro-entérologie. Ces 3 conférences sont faites pour vous faire aborder la majorité des sujets éventuellement tombables à l'ECN dans la discipline hépatogastro-entérologique. Elles vont aller en niveau de difficulté crescendo au fil des 3 confs et aborderont systématiquement des rappels de cours, mais également des dossiers un peu plus transversaux ou un peu plus pointus qui pourraient tout à fait tomber à l'ECN. Vous avez donc travaillé déjà cette première conf et je vous propose de commencer la correction par le dossier numéro 1. Ce dossier numéro 1 concernait ce jeune étudiant tunisien. Est-ce que c'est intéressant? Oui, certainement, parce que dans l'histoire de ce patient qui est un processus ulcéreux, il faut se rappeler que l'ensemble des pays bordant la Méditerranée, et donc particulièrement les pays du Maghreb, sont particulièrement touchés par l'infection à Helicobacter pylori, qui sévit de façon endémique dans cette région du globe, avec presque 60% de la population qui en est atteinte. Attention, qui dit Helicobacter pylori ne veut pas dire systématiquement maladie ulcéreuse ou gastritique, mais c'est un facteur de risque, et probablement les réactions entre l'hôte et l'Helicobacter pylori expliquent l'apparition d'ulcères ou de gastrites plus fréquentes chez ces patients. Ce patient est donc en France pour son doctorat d'histoire depuis 6 mois, il a 26 ans et il vous dit « Je suis un ulcéreux connu, j'ai eu un ulcère bulbaire 2 ans auparavant ». La première poussée inaugurale a été traitée avec succès par de la ranitidine. La ranitidine, je vous rappelle, donc ça s'est vendu sous le nom d'Azantac. Je vous rappelle que dans les traitements de la maladie ulcéreuse, vous pouvez globalement avoir affaire à 3 types de médicaments. Premièrement, les antiacides qui permettent simplement, par une réaction acido-basique tout à fait banale, de tamponner l'acidité gastrique et donc de hâter la cicatrisation. À côté de ces antiacides, vous avez les antisécrétoires, et dans les antisécrétoires, historiquement, vous avez d'abord les anti-H2 intervenant au pôle interne de la cellule gastrique pour bloquer la sécrétion en acide chlorhydrique. C'était vendu sous le nom de cimétidine, puis une nouvelle molécule, la ranitidine, qui ont été un petit peu abandonnées car présentant pas mal d'effets secondaires, car elles interagissaient avec le cytochrome P450 notamment. Et puis sont apparus les inhibiteurs de la pompe à protons qui ont révolutionné la prise en charge de la maladie ulcéreuse et gastritique, avec d'abord des taux de réponse dépassant systématiquement les 90% en termes de cicatrisation et de régulation des complications liées à la pathologie acide, et qui ont maintenant tendance à remplacer totalement les anti-H2, bien que ces derniers soient un peu utilisés actuellement en raison de leur faible coût économique. Ce patient a donc été traité pendant 1 mois, c'est le temps à peu près moyen pour obtenir la cicatrisation complète d'un ulcère prouvé endoscopiquement, et relayé par un traitement d'entretien. Alors ça, c'est assez inhabituel, enfin c'était assez inhabituel de donner un traitement d'entretien à moitié dose que le malade a interrompu depuis 1 an.
donc il n'a plus de traitement au moment où on le voit. Et il vous consulte car il craint une récidive ulcéreuse non compliquée. Question numéro 1, sur quels éléments cliniques évoquerez-vous le diagnostic d'ulcère? C'est une question tout à fait de cours. Vous noterez qu'à l'ECN, souvent, il y a une ou deux questions qui sont des rappels de cours avec quelles sont les données de votre examen clinique, quels sont les éléments de l'interrogatoire qui vous permettent d'aborder ce diagnostic. Donc, ça nécessite quand même une connaissance précise du problème. Alors, qu'est-ce que c'est un syndrome ulcéreux? Le syndrome ulcéreux, c'est avant tout une douleur. Et à partir de là, je vous rappelle qu'une douleur doit être qualifiée par un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est le siège que vous avez là, et le siège, bien évidemment, c'est un siège épigastrique. Et à côté du siège, eh bien, il faut bien noter l'irradiation. La douleur épigastrique est sans irradiation. Classiquement, elle peut avoir une irradiation un peu solaire à l'ensemble de l'abdomen. Cette douleur est décrite comme intense, à type de crampe ou de brûlure. Et elle évolue par crises qui vont durer de quelques heures à quelques jours, souvent itératives. Les deux principales particularités de la douleur ulcéreuse, c'est le fait qu'elle soit aggravée par le jeûne, et elle est aggravée par le jeûne, ce qui explique le réveil nocturne. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle que l'acidité gastrique est sécrétée de façon discontinue dans la journée et que cette sécrétion va être tamponnée par les repas. Or, la nuit, vous avez une durée de jeûne qui dépasse classiquement les 8 heures, expliquant qu'à peu près en milieu de nuit, entre 2 heures et 4 heures du matin, il y ait une sécrétion acide avec un pic de sécrétion acide qui n'est pas tamponné par un repas et qui explique la douleur plus volontiers nocturne des épigastralgies, mais également dans le reflux gastro-œsophagien. Et bien évidemment, le corollaire, c'est que cette douleur est améliorée par l'alimentation. Il faudra toujours penser lorsque vous avez affaire à une douleur, et en pathologie digestive, eh bien vous avez le syndrome ulcéreux qui est une douleur épigastrique intense par crise à type de crampe aggravée par le jeûne, améliorée par l'alimentation, de bien qualifier la douleur. Vous aurez bien évidemment le syndrome pancréatitique, douleur épigastrique à irradiation transfixiante, évoluant par crise extrêmement intense avec 100 éléments d'amélioration et avec un examen clinique pauvre. Vous aurez le syndrome biliaire avec une douleur de l'hypocondre droit, etc., que nous reverrons, mais il faut bien qualifier ces différents syndromes douloureux qui sont une particularité d'ailleurs de la pathologie digestive. Cette douleur peut être associée à des nausées, voire des vomissements, sans que cela préjuge d'une complication sténotique ulcéreuse, et bien évidemment, il conviendra à l'examen clinique de rechercher les complications qui peuvent être inaugurales de la pathologie ulcéreuse. Voilà la réponse que j'attendais. Vous aurez systématiquement dans toutes les diapositives ce qui correspond à mon sens aux mots-clés de la question en gras, et je me suis permis de vous donner quelques points repères de façon à pouvoir éventuellement vous noter et pouvoir éventuellement mesurer un petit peu vos progrès. Question numéro 2, quelles complications ulcéreuses craignez-vous? Les complications ulcéreuses, eh bien, il n'y en a pas 36, il y en a 3. 1, c'est l'hémorragie, et c'est de loin la complication la plus fréquente. Cette hémorragie va être soit extériorisée sous la forme d'une hématémèse ou sous la forme d'un méléna. Je vous rappelle, et nous le reverrons plus tard, que la rectorragie avec choc était un équivalent, plus choc, est un équivalent de l'hématémèse. Rappelez-vous que la maladie ulcéreuse peut se présenter sous la forme d'une anémie non extériorisée. La deuxième complication, c'est la perforation qui va donner une péritonite chimique à point de départ épigastrique. Attention, on a tendance à confondre hémorragie et perforation. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand vous avez une hémorragie, ça veut dire que l'ulcère, alors je vous fais ici un petit dessin rapide de la paroi
gastrique, voilà la muqueuse, voilà la sous-muqueuse, voilà la musculeuse. Nous avons ici les artères qui passent, et si vous avez un ulcère, eh bien un ulcère, ça va être un trou qui va se faire dans la paroi. Si ce trou passe au niveau d'une artère, eh bien évidemment, ceci va entraîner un saignement, et ce saignement va être extériorisé, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie. Si malheureusement l'ulcère passe à côté d'une artère sans la faire saigner, rien ne l'empêche d'aller jusqu'à la perforation pour entraîner à ce moment-là une péritonite. Donc attention, une perforation, globalement, ça ne saigne pas, et quand il y a un saignement, on va traiter le patient avant qu'il perfore. Donc ne confondons pas les deux complications. Enfin, la troisième complication qui est extrêmement rare maintenant, parce que les patients sont bien traités, c'est la sténose. On en voit quelques-uns. Ça donne un syndrome occlusif haut, d'allure obstructive, avec une installation progressive, un amaigrissement, une dénutrition. Et le signe clé, c'est ce qu'on appelle le clapotage à jeun, c'est-à-dire que quand on bouge le patient, l'estomac est plein de liquide et d'air, et donc on ressent que ce patient à jeun n'a pas vidé son estomac. L'ASP, le scanner, permettront très rapidement de faire le diagnostic. Attention, dans ce cas présent de sténose, la fibroscopie ne doit pas être réalisée en urgence, mais faite après vidange de l'estomac pour éviter les risques de fausse route au cours de la fibroscopie. Question numéro 3. Demandez-vous des examens complémentaires, lesquels et qu'en attendez-vous? Je crois qu'il ne faut pas discuter quand vous êtes face à un patient qui présente un syndrome ulcéreux. L'examen clé que vous devez demander, c'est une fibroscopie œsogastrodunale. Vous me rétorquerez que certaines questions de l'ECN disent que cette fibroscopie n'est pas obligatoire. Je pense qu'elle est pratiquée systématiquement devant tout syndrome ulcéreux et que c'est le seul moyen d'avoir un diagnostic précis, non seulement, et cela, ça doit apparaître dans votre réponse, non seulement de la maladie ulcéreuse, mais également de l'infection à Helicobacter pylori. Alors, bien évidemment, dites que ça se fait chez un patient à jeun depuis 6 heures, bien sûr prévenu, éventuellement prémédiqué sous anesthésie ou neurolepte analgésie. L'intérêt, c'est bien évidemment le diagnostic. Vous voyez, je ne l'ai pas marqué, mais il faut le mettre, c'est-à-dire que ça va permettre de voir l'ulcère, son siège, les éventuelles complications associées et les traiter, mais surtout, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, c'est de faire des biopsies entralephindiques, importante notion de faire bien des biopsies entralephindiques. Je vous rappelle que quand vous faites à l'ECN des biopsies, vous vérifiez toujours que l'hémostase est normale. À la recherche des deux éléments clés en faveur d'une infection à Helicobacter pylori, premièrement, une gastrite lymphoplasmocytaire, deuxièmement, la présence d'Helicobacter pylori sous la forme de petits bâtonnets noirâtres qui apparaissent lors de la coloration de GMSA. Attention, au cours de la fibroscopie, vous devrez également faire des biopsies périulcéreuses, mais uniquement en cas de localisation gastrique, car, je vous le rappelle, tout ulcère gastrique égale ulcérocancer jusqu'à preuve du contraire. Bien évidemment, à cette fibroscopie, il est classique de demander une numération formule sanguine associée à un dosage des plaquettes qui devrait être normale et qui permet de rechercher une anémie microcytaire, devant conduire alors à un bilan martial, puisque cette anémie sera d'allure fériprive par saignement non extériorisé, mais ceci peut être d'ailleurs souvent axé par la clinique, et en l'absence de signes anémiques cliniques, vous pouvez vous en passer en pratique. La FOGD est quand même la clé de voûte du bilan de la maladie ulcéreuse. Alors dans le cas présent, c'était un patient qui avait déjà fait des poussées itératives jusqu'à présent. Le diagnostic, alors là, ne se posait même pas. Lors d'une première poussée inaugurale, si on peut discuter la FOGD immédiatement lorsque vous avez la certitude qu'il s'agit d'un ulcère duodénal HP+, c'est-à-dire chez un patient jeune, ne prenant pas d'AINS et pour lequel vous n'avez aucun doute sur une autre maladie, ce qui est extrêmement difficile à faire en clinique, on peut éventuellement se passer de FOGD, mais rappelez-vous qu'en pratique, on la fera, et je crois qu'il est très dangereux à l'ECN de dire devant un syndrome ulcéreux qu'on ne demande aucun examen complémentaire. Demandez, je pense, la FOGD.
Question numéro 4. Quelle est la principale cause de la maladie ulcéreuse que vous suspectez ici? Eh bien, c'est une infection à Helicobacter pylori. Et je vous rappelle que l'ulcère, ça n'est plus la maladie de nos grands-pères chronique, mais c'est une maladie aiguë et c'est une maladie infectieuse due à l'Helicobacter pylori. Parce que c'est un sujet jeune, parce qu'il vient d'une zone endémique, parce qu'il a présenté déjà de récidives en moins de 2 ans, et puis enfin, parce qu'il n'a pas une raison médicamenteuse de faire un ulcère, à savoir la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Rappelez-vous globalement que devant un syndrome ulcéreux, c'est un Helicobacter pylori, sauf si le patient prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce que là, la cause la plus fréquente, c'est gastrotoxique. Attention, les deux causes peuvent être associées et ça n'empêche pas, devant un patient prenant des AINS, de vérifier lors de la fibroscopie ou par une autre méthode la présence ou l'absence d'Helicobacter pylori. Vous retenez donc le diagnostic d'ulcère bulbaire associé à une gastrite entrale lymphoplasmocytaire avec présence d'Helicobacter pylori. Comment peut-on mettre en évidence l'Helicobacter pylori? Question de cours. Globalement, 2 méthodes. La première méthode, ce sont les tests directs. Et la méthode 2, ce sont les tests indirects. Les tests directs, globalement, c'est les biopsies. Il faut que ce soit des biopsies entrales et fundiques, car au fur et à mesure de l'histoire naturelle de l'infection à Helicobacter pylori, cet Helicobacter pylori a tendance à remonter dans la cavité gastrique et à infecter peu à peu le fundus, et on le trouve souvent dans les infections chroniques plus facilement au niveau du fundus que de l'antre. Le premier test que l'on va pouvoir faire sur ces biopsies, c'est une étude histologique avec coloration de GMSA qui va permettre de retrouver une gastrite lymphoplasmocytaire qui est quasi spécifique de l'infection à Helicobacter pylori et la présence de petits bâtonnets noirâtres au sein du mucus correspondant à la bactérie elle-même. On peut également utiliser ces biopsies directement grâce à un test rapide de détermination de la présence d'Helicobacter pylori qui s'appelle le CLO-test, test qui consiste à prendre la biopsie, à la poser dans un petit puits dans lequel il y a de l'urée, et l'urée va être transformée par l'uréase bactérien en ammoniac et en CO2. Cet ammoniac va alcaliniser le milieu et ce petit puits va changer de couleur puisqu'on a eu l'intelligence d'y adjoindre un marqueur coloré des bases. Enfin, bien évidemment, à partir de ces biopsies, on peut faire des cultures bactériologiques permettant l'antibiogramme et l'étude, bien évidemment, bactériologique de la bactérie, notamment par PCR. Les tests indirects, vous avez la sérologie, qui est finalement peu utilisé en pratique, mais que l'on utilise quelquefois pour être certain que le patient est porteur ou non d'Helicobacter pylori quand des biopsies n'ont pas été possibles. Et puis surtout, le test respiratoire, qui est actuellement le test indirect de vérification de l'éradication de l'Helicobacter pylori après traitement. Donc, question de cours, les différents moyens du diagnostic. Par quel processus enzymatique explique-t-on la survie en milieu acide de l'Helicobacter pylori? Alors j'avais répondu à la question précédente, c'est l'activité uréasique. La bactérie porte une enzyme respiratoire particulière qui s'appelle l'uréase, qui va lui permettre de transformer l'urée contenu dans le mucus gastrique en ammoniac et en CO2. Et en réalité, la bactérie vit dans une bulle d'ammoniac et non pas dans l'univers acide chlorhydrique à pH 2 de l'estomac. Cette transformation uréasique permet bien évidemment à la bactérie de vivre. Ça permet également d'expliquer le fonctionnement du CLO-test et du Brest test. Le Brest test, c'est quoi? On fait manger au patient de l'urée dont on a marqué par un C13 le carbone, et ce patient, s'il a la bactérie, l'uréase bactérien va transformer cette urée marquée en ammoniac et en CO2, CO2 qui est lui-même marqué par le C13 et qui est expiré par le patient, et on récupère donc la présence de CO2 marqué signant la présence bactérienne. Son absence est tout à fait spécifique et permet d'éliminer le diagnostic, d'où l'importance de ce test en vérification de l'éradication bactérienne.
À quelle principale pathologie est associée l'Helicobacter pylori? Alors là aussi, toujours du cours, ce dossier était vraiment un dossier de révision, mais parce que la maladie ulcéreuse, c'est quand même un élément majeur en hépatogastroentérologie. Alors, je vous ai dit, l'Helicobacter pylori, c'est la cause de la maladie ulcéreuse, et c'est, je dirais, la seule cause des maladies gastritiques. 90% des ulcères duodénaux, 70% des ulcères gastriques. Alors me direz-vous, si ce n'est pas l'HP, c'est quoi? Eh bien, je vous l'ai dit, ce sont les AINS. D'accord? AINS, HP explique l'ensemble des causes des ulcères et quasiment l'ensemble des causes des gastrites. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est tout à fait vrai? Non, bien comme bien toujours, il existe d'autres causes qui peuvent donner des ulcérations digestives ou gastriques hautes, la maladie de Crohn, d'autres granulomatoses, bien évidemment le Zollinger-Ellison, mais c'est tout à fait des cas qui se comptent sur le bout des doigts et non pas des taux aussi fréquents. Vous noterez que la corticothérapie ne donne pas ni d'ulcère ni de gastrite, même si ça peut donner des épigastralgies pseudo-ulcéreuses. J'insiste auprès de vous sur deux éléments pathologiques liés à l'Helicobacter pylori, qui sont l'adénocarcinome gastrique, et je vous rappelle que l'Helicobacter pylori est un cocarcinogène de rang 1 pour le cancer de l'estomac, ce qui fait dire que tout Helicobacter pylori découvert doit être traité et éradiqué. Enfin, le lymphome de Malte, eh bien, ça s'explique assez bien parce que je vous rappelle que la gastrite liée à l'Helicobacter pylori est une gastrite lymphoplasmocytaire avec des lymphocytes B. Qui dit inflammation chronique dit apparition de lignées monoclonales de lymphocytes B et la formation d'îlots lymphomateux au sein de la paroi, d'où les mucosales associated lymphoma tissu. Je fais une bêtise. Qui correspondent au MALT. Le MALT, c'est un acronyme pour cette pathologie. Et intérêt important, c'est que les MALT liés à l'Helicobacter pylori, qui en sont les grandes majorités, eh bien, guérissent dans 80% des cas grâce à l'éradication de l'Helicobacter pylori. Et il est toujours très optimiste de pouvoir savoir que l'on va pouvoir peut-être guérir une maladie néoplasique par une simple antibiothérapie. Question numéro 8, quelle est votre prescription thérapeutique? Alors, en hépatogastroentérologie, il n'y a pas beaucoup de traitements à savoir, mais le traitement de l'ulcère, je vous demande de le connaître par cœur. Et lors de cette conf, je vous le fais réviser 2 fois, ce qui explique que je veux vraiment que vous le connaissiez. Alors, comment on traite un ulcère? Eh bien, en dehors des cas de complications hémorragiques ou perforatives ou de sténose, c'est un traitement ambulatoire. C'est un traitement qui a pour but la cicatrisation ulcéreuse d'une part et l'éradication d'Helicobacter pylori d'autre part. Il faut bien que sur votre schéma, ces deux choses apparaissent. C'est une trithérapie première de 7 jours qui comporte un IPP. Apprenez un seul, l'oméprazole 20 mg en gélule, une gélule le matin, une le soir. De l'amoxicilline 1 g, là aussi pendant 7 jours, bien sûr quand vous utilisez un antibiotique en l'absence de contre-indication. Et enfin, la clarithromycine, Zeclar 500, là aussi un matin et soir, 7 jours. En cas d'allergie à la pénicilline, remplacez l'amoxicilline par du métronidazole, Flagyl 500, là aussi un matin et soir pendant 7 jours. Lorsque nous sommes face à un ulcère duodénal dû à l'Helicobacter pylori sans autres causes et sans complications, ce traitement d'éradication de 7 jours est suffisant pour obtenir les 2 buts que nous nous étions fixés. La plupart des auteurs continuent quand même pendant 14 jours l'oméprazole après le traitement d'éradication. La vérification de l'éradication doit être programmée 1 mois après l'arrêt des antisécrétoires et elle se fait par un test respiratoire. Attention, cette conduite à tenir est différente s'il s'agit d'un ulcère gastrique où le Mopral doit être poursuivi au moins 4 à 6 semaines après et l'éradication ne se fait pas par un test respiratoire mais par une fibroscopie avec de nouvelles biopsies. Donc, bien se rappeler de cette différence notable entre ulcère duodénal HP+, non compliqué, et ulcère gastrique.
Dans les ulcères HP+, duodénaux compliqués, il est classique d'agir comme dans l'ulcère gastrique avec une vérification fibroscopique. Ne pas oublier l'arrêt du tabac, ce patient était tabagique, et la prise d'AINS, et d'éviter la prise d'AINS. Donc arrêt du tabac, je ne rentre pas là dans le cadre, mais préparez bien votre question avec la consultation dédiée, l'aide pharmacologique, l'éducation, la prise en charge psychologique. Là, à chaque fois que vous arrêtez le tabac, l'alcool, que vous faites un régime, il faut avoir préparé une fiche toute prête et que vous recrachez le jour de l'ECN. Donc, rappelez-vous bien de ces points essentiels de la prise en charge de la maladie ulcéreuse. Il faut que vous connaissiez cette question par cœur, avec les doses, les durées, etc. Comment entrevoyez-vous la surveillance de ce patient? Eh bien, la surveillance de ce patient, comme toujours, elle est clinique, disparition des douleurs, l'absence d'apparition de complications. Pensez bien au contrôle d'éradication. Vous vous rappelez, le traitement était double, on cicatrise l'ulcère et on éradique. Test respiratoire, 1 mois après la fin du traitement. Et puis, je crois qu'il faut le mettre, vous voyez là j'ai mis beaucoup de points pour ça, pas de fibroscopie œsogastro-duodénale en cas d'ulcère duodénal HP+, non compliqué. Il s'était agi d'un ulcère gastrique, comme c'est un ulcéro-cancer jusqu'à preuve du contraire, il faut faire une fibroscopie. Il s'était agi d'un ulcère duodénal compliqué, la fibroscopie se discute pour vérifier que la complication est guérie. 10e et dernière question, malgré votre traitement, l'infection à Helicobacter pylori persiste. Que proposez-vous? Alors là, c'est une question un petit peu difficile, qui, à mon sens, n'est pas tout à fait tombable. Il est important que vous en ayez quand même des notions. Eh bien, si le contrôle d'éradication est en faveur de la persistance d'Helicobacter pylori après un premier traitement, la première chose, et ça, c'est quelque chose qui doit être toujours dans votre mémoire, c'est de vérifier que le premier traitement a été bien pris et bien suivi. Car il faut savoir que 50% des échecs du premier traitement, c'est le fait que les patients n'ont pas bien pris, ce d'autant que quand vous donnez 2 antibiotiques à un patient qui a mal au ventre, eh bien ça aggrave souvent ses douleurs au ventre, ça peut lui donner des diarrhées et du coup, ils ne veulent pas le prendre. Donc il faut bien expliquer au patient que si ce traitement n'a pas été pris de façon complète et durable pendant les 7 jours, eh bien le taux d'échec est majeur et qu'il faut vraiment l'éduquer à essayer de bien prendre son traitement. Si ce traitement était bien suivi, il faut proposer un deuxième traitement de deuxième intention et le deuxième traitement fait appel au Mopril, à l'amoxicilline et à ce moment-là, on ajoute le flagyl. Alors là, il y a une petite faute de frappe, toujours pendant 7 jours et toujours matin et soir avec un test respiratoire de contrôle 1 mois après. Si jamais ce contrôle d'éradication est en faveur de la présence de l'Helicobacter pylori après 2 traitements, il est classique alors de proposer aux patients une fibroscopie de contrôle avec notamment des biopsies, une culture bactériologique et un antibiogramme qui va permettre de proposer un 3e traitement adapté à la sensibilité du germe. Alors, je vous vois venir, pourquoi on n'a pas fait directement un antibiogramme immédiatement? Eh bien, parce que les taux de guérison avec le premier traitement sont supérieurs à 75-80% des cas et que, économiquement, c'est plus simple de faire un premier traitement à l'aveugle. En cas d'échec, le deuxième traitement fonctionne encore dans 80% des cas, ce qui veut dire que finalement, après 2 traitements bien menés et bien suivis, le nombre de patients est de 4% au total qui vont avoir besoin d'un antibiogramme et d'une méthodologie un peu plus compliquée. Donc voilà pour ce dossier sur la maladie ulcéreuse qui vous fait revoir les items présents ici. C'est une question tout à fait fondamentale. C'était une révision de cours, un dossier de révision de cours, mais comme vous l'avez vu, avec des questions qui peuvent tout à fait s'intégrer à un dossier transversal à l'ECN. Je vous propose de passer au dossier numéro 2.